Vous êtes sur votre émission L'air du temps qui reçoit aujourd'hui Cheikh Mbacké Sène, qui est expert en intelligence économique et communication stratégique. Il est actuellement président de la commission de préparation du Centre international d'analyse économique, et Mamadou Ibrahima Fall, qui est ancien représentant exécutif de l'IMPAC, conseiller en diplomatie économique et commerciale de l'African Invest Agency. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité mondiale, c'est le coronavirus. Encore et toujours, depuis pratiquement plus de 2 ou 3 mois, le coronavirus tient le monde en haleine. On parle un peu partout de cette maladie qui affecte les relations internationales, qui affecte l'économie mondiale, qui affecte les relations sociales et culturelles dans tous les pays. Le virus est un virus démocratique parce qu'il touche tout le monde. Le prince Albert de Monaco lui-même est déclaré positif. Des footballeurs milliardaires sont positifs. Donc la maladie de l'Esperton, elle touche aussi bien les pauvres que les riches, aussi bien les gens du pouvoir que les gens qui sont au bas de l'échelle. Nous allons aujourd'hui aborder le coronavirus sur le volet, bien sûr, de la sensibilisation encore, pour que les Sénégalais comprennent que cette maladie est une maladie mortelle, elle tue, elle est contagieuse, elle est vraiment ici au Sénégal, il faut bien le croire, parce que chaque jour, le ministère fait le point sur les gens qui sont infectés au Sénégal. Nous allons aussi parler de ses implications internationales. Nous sommes donc avec, comme je vous disais, Mamadou Ibrahima Fall, qui est expert dans ce domaine, et aussi Cheikh Mbacké Sène, qui est aussi expert en intelligence économique. Mamadou Ibrahima Fall, aujourd'hui, les gens parlent de plus en plus de géostratégique et le coronavirus, l'Afrique et la crise du coronavirus. On n'a pas entendu depuis lors l'Union africaine, la CEDEAO, dans la gestion sanitaire de ce virus. Qu'est-ce qu'on peut expliquer par rapport à cela? Merci beaucoup, Alassane. Vous me permettez tout de même d'adresser mes encouragements au président de la République, au ministère de la Santé et à tous les professionnels de la santé. J'encourage le président de la République parce qu'il a su, à un moment déterminé de notre histoire commune, d'interpeller chacun de nous, individuellement et collectivement, et en premier rang, les professionnels de la santé. Le président de la République a pris des mesures jusque-là impeccables. Il a su négocier et savoir le substrat culturel sur lequel repose le Sénégal pour, de façon très discrète, amener les Sénégalais à comprendre que le virus est là. Vous avez parlé de l'Union africaine, de la CEDEAO. Vous savez, Alassane, nous étions habitués à d'autres formes de guerre. La menace la plus courante et la plus actuelle qui est aujourd'hui dépassée, c'était la menace nucléaire. Les gens étaient à la course pour maîtriser le nucléaire. De cette guerre nucléaire, nous sommes passés à une autre guerre, la guerre économique et commerciale. De cette guerre commerciale et économique, nous sommes passés à une autre guerre, la guerre numérique et son tributaire, l'intelligence artificielle. De cette guerre, nous sommes passés à une autre guerre qu'on appelle la guerre alimentaire, qui est liée à la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, le monde est confronté à une nouvelle forme de guerre qu'on appelle la guerre bactériologique ou microbiologique. Ce n'est pas nouveau. Des savants, des stratèges, des politiques, des lobbies ont fait une production intellectuelle et scientifique pour montrer que c'est possible, à travers l'imagination destructive ou l'imagination de domination, de fabriquer ou de façon naturelle, parce qu'il y a des origines. Il y a des origines naturelles, biologiques, il y a des origines humaines, fabriquées. Aujourd'hui, nous n'allons pas discuter de cela, et c'est seule l'histoire
qui va répondre à toutes ces interrogations liées à l'origine réelle du coronavirus, communément appelé aujourd'hui le Covid-19. L'interrogation principale à laquelle j'invite mes compatriotes d'ici et de la diaspora, les scientifiques, les intellectuels, les chercheurs, les étudiants, les populations, c'est de savoir que nous n'étions pas préparés à cette nouvelle forme de guerre. Le dénominateur commun aujourd'hui du discours à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal, c'est le mot guerre. Le mot n'est pas choisi au hasard. Nous sommes en guerre. Les stratèges militaires vous diront que pour aller en guerre, il faut quelques éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est une armée. Le second élément, c'est une stratégie militaire. Le troisième élément, c'est une doctrine militaire. Le quatrième élément, c'est la capacité de reconstruction. Posons-nous la question aujourd'hui de savoir s'il y a un pays au monde qui est préparé à cette forme de guerre. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réfléchir sur ce qui nous touche aujourd'hui de plein fouet. Et ce qui nous touche aujourd'hui à ses origines, c'est une mondialisation déshumanisée. Nous avons tous compris la mondialisation comme une opportunité et nous avons vu que les opportunités et les avantages de la mondialisation. Nous n'avons pas anticipé sur les risques réels de la mondialisation sur l'humain. Et quand vous produisez des concepts ou vous produisez un produit sans mettre l'humain au cœur de cette problématique, il y a quelqu'un qui disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, on est face à ça. Vous me permettez de continuer, Alassane, mon raisonnement, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la guerre est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une recette, c'est la recette chinoise. C'est le pays où la guerre a été pour la première fois déclarée. Un pays puissant, économiquement, militairement. La Chine, en l'espace de 3 mois, a su réadapter, adopter, absorber, et là, elle est en train d'anticiper, en définissant une nouvelle doctrine militaire. Une nouvelle doctrine militaire face à une nouvelle forme de combat et de guerre. Justement, cette doctrine militaire mise en place par la Chine, on a vu le confinement qui a été décrété en Chine. Il y a eu même des stades qui ont été réquisitionnés pour mettre là-bas les gens. Mais il y a une formidable solidarité entre les Chinois. Et puis il y a eu aussi une logistique alimentaire pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour que l'État continue à les donner à manger, pour qu'ils restent là où ils sont. Vu le contexte chinois, rapporté au Sénégal, aujourd'hui, depuis que la situation a été déclarée, on a l'impression que les gens pensent que le bon Dieu a élu son domicile ici chez nous. Yalla bahna, et en même temps en disant que oui, cette maladie n'existe pas. Est-ce qu'on n'est pas en danger? Alassane, merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs ou auditeurs qui nous écoutent, remercier la maison, donc la radio, et profiter de l'occasion pour encore une fois magnifier l'excellent travail qui est en train d'être fait, quoi qu'on dise, par le chef de l'État et le ministre de la Santé, les personnels de santé, etc. Oui, la Chine est un modèle, ça on le sait. C'est un modèle à plusieurs égards. Sur ce cas particulièrement, elle nous l'a démontré. Mais il y a un aspect culturel qu'il faut prendre en considération. C'est un peuple aussi discipliné. Dans l'histoire, la Chine a toujours fait preuve de discipline par rapport à beaucoup de mouvements internationaux. Le problème que nous avons, nous, au niveau du Sénégal, c'est un problème de discipline qu'on a intégralement.
quand je parle de discipline au niveau de la Chine, il y a une discipline en haut lieu aussi, qui reconnaît son devoir par rapport à la population, devoir de sécurisation alimentaire. Donc, sur le plan organisationnel, vous l'avez remarqué. Et surtout, la capacité des Chinois à se regrouper comme un seul homme autour de l'essentiel. Ce qui, à mon sens, fait défaut chez nous, au niveau du Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, justement, la situation que vit le Sénégal, on peut parler de la discipline, on en parle d'exemplarité que les autorités doivent donner, mais il y a une image que certains se renvoient par rapport à la gestion de cette crise qui désarçonne beaucoup de Sénégalais. En fait, le souci principal, c'est que, à mon sens, l'État n'a pas encore pris la rigueur nécessaire. Parce que quand vous regardez, c'est vrai qu'on est un pays spécifique, avec une certaine réalité socio-culturelle, religieuse, etc. Et je pense que jamais on a été confronté à une telle situation, il faut le dire aussi. Donc jamais l'État ne s'est retrouvé dans une position où, qui doit en fait lui permettre de prendre des décisions qui peuvent toucher même les familles religieuses, si je peux l'exprimer ainsi. Et donc, c'est à l'État de prendre les responsabilités parce que c'est le premier garant de la sécurité des Sénégalais. Quand je dis sécurité, c'est de façon globale. Et que je pense qu'il y a une perche qui a été tendue à l'État. Je ne sais pas s'il l'a entendu ou pas. C'est que lorsque le Khalife général des Mourides dit prendre les mesures nécessaires et attendre pour le reste l'État sur la question, je pense que l'État devait saisir la balle au rebond et prendre les mesures qui s'imposent. Aujourd'hui, on voit qu'on laisse perdurer les choses et on expose de plus en plus les populations par rapport à la situation. Moi, je pense que c'est à l'État aujourd'hui de faire comprendre. Parce que quand vous observez que depuis 2 jours, une augmentation de 9 cas régulièrement par jour, avec 3 cas communautaires, ça démontre que le niveau d'alerte est passé on est passé à un niveau supérieur par rapport au risque. Et donc, je pense qu'il faut changer la stratégie, changer le mode de communication, mais surtout avoir un peu plus de rigueur, puisque visiblement les Sénégalais ne suivent pas les consignes qui ont été données. Oui. Est-ce que dans la gestion de cette crise aujourd'hui, l'État n'est pas rattrapé, l'État politique, par rapport à ces rapports qu'ils ont avec les chefs religieux? Parce que quand il y a des élections, on va solliciter les leaders religieux pour leur vote. Quand il y a des problèmes aussi, on essaye de noyer le poisson en faisant une sorte de causation. Aujourd'hui, la crise est là. C'est 15 millions de Sénégalais qui sont concernés. Et l'État tergiverse pour prendre les décisions qu'il faut prendre. Vous avez parfaitement raison, Alassane. Mais je me réserve par générosité, par patriotisme, aujourd'hui de me verser dans ce débat-là qui est réel. Je l'avoue, il est réel. Et ça me fait mal. Et pour cette raison patriotique et pour la générosité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure et à laquelle nous appelons tous les Sénégalais, je me réserve aujourd'hui le moment de m'épargner de tirer des enseignements. Il y en a beaucoup, beaucoup, qui nous interpellent individuellement, collectivement, qui interpellent la classe politique sénégalaise, nos chefs religieux, nos chefs coutumiers, c'est-à-dire qu'ils nous interpellent en tant que communauté sénégalaise. Peut-être à la sortie de cette crise, de cette guerre que nous allons vaincre, nous allons revenir sur ce plateau pour tirer les enseignements qu'il faut tirer avec la froideur et la générosité qu'il faut. L'État, vous savez, en policy making, en prise de décision, une décision doit être motivée. Pour être applicable et pour qu'elle soit appliquée, elle doit être motivée vis-à-vis de la hiérarchie, mais vis-à-vis aussi de l'opinion publique.
Je pense qu'aujourd'hui, et là c'est une recommandation que je me permettrai de faire à l'État du Sénégal et au président de la République en particulier, à qui nous encourageons durant ces moments difficiles, compte tenu de sa charge de chef d'État. Aujourd'hui, il est écouté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller revoir les chefs religieux, de leur dire que l'heure est grave. Le Sénégal est à la fois un petit pays et un grand pays. Un petit pays économiquement, mais un grand pays de par son histoire, de par sa trajectoire politique, de par ses grands hommes, de par sa jeunesse, de par sa femme et de par l'appréciation et la perception que l'international a sur le Sénégal. Alassane, j'ai fait une carrière de 20 ans sur l'international et j'ai toujours été honoré et heureux de dire que je suis sénégalais parmi des personnes qui n'ont pas mon âge, plus âgées que moi, dans des sphères les plus élevées en termes de prise de décision et en termes d'élaboration de politiques publiques. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État doit s'adresser à ces chefs religieux pour leur dire, ensemble, voilà les mesures qu'il nous faut prendre dans les prochains jours. Nous voulons vos appréciations individuelles et collectives. Nous voulons que dans ce combat, vous soyez les porte-parole de toute la nation. Parce que dans cette nation, tout le monde se retrouve dans les khalifes généraux, dans l'église, dans les chefs coutumiers et dans la parole du chef de l'État. Donc, la recommandation aujourd'hui que je me permettrai en tant que citoyen de faire à l'endroit de l'État et à son chef, le président de la République, c'est de revoir un peu cette copie et d'aller de façon solidaire, sans bruit, s'adresser à ces chefs religieux. Vous pensez Parce que Alassane, les jours à venir, on est obligé de prendre des décisions radicales. Oui. La solution chinoise est la seule solution aujourd'hui qui nous permette d'endiguer ce fléau. Alassane, est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être porteurs du virus et qui ont peur d'appeler pour se faire dépister. Nous avons des réalités sociologiques, socioculturelles et sociales. Je crois que aujourd'hui, c'est le moment de tirer à partir de ce substrat socioculturel tous les éléments de réponse pour anticiper. Oui. Sur le terrain à Touba, il y a des socio-anthropologues qui travaillent sur le terrain en contact des populations, tels que Cheikh Ibrahim Niang, qui a travaillé sur Ebola, qui a travaillé sur RDC en Guinée. Ils sont en contact avec les populations pour leur expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'à travers leur travail sur le terrain et la réponse communautaire qu'ils ont par rapport aux populations, doit être une documentation sur laquelle pourraient s'appuyer les autorités pour convaincre à certains qui ne croient pas encore la maladie qu'elle est bien réelle? Oui, en fait, pour moi, le vrai problème se trouve au niveau des populations. Parce que si les populations s'étaient montrées un peu plus responsables et avec un peu plus de discipline, on n'aurait même pas besoin peut-être de prendre des mesures drastiques. Il faut leur parler voilà. Moi, je pense que c'est assez... qu'elles comprennent. Oui, ça fait partie des recommandations. Parce qu'en fait, on est en train de travailler avec un comité de cadre sur les recommandations qu'il faudrait donner dans les prochains jours de façon très rapide aux autorités.
et ça fait partie des recommandations personnellement que j'ai émises. C'est-à-dire que descendre sur le terrain avec, s'il le faut, des véhicules à haut-parleurs, des flyers. Il y en a qui le font déjà, mais c'est l'idée qu'il faudrait, à mon sens, parce que le déni qui existe par rapport à certains, la sous-estimation des risques, c'est lié justement à un problème d'information, je pense. Mais nos khalifs, c'est des puissants vecteurs oui, c'est de des puissants vecteurs de communication. Comment justement arriver à faire comprendre à tous les khalifs que les regroupements sont dangereux pour la santé de la population? D'abord pour eux-mêmes, en tant que khalifs, pour leur population, pour leurs talibés, partout. Que ce soit à Tivaouane, à Touba, à Ndiassane, à Madina Gounass, où les gens ont prié ce vendredi avec des milliers de personnes qui viennent dans la sous-région. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer davantage? Oui, il faut une série de dispositifs. Parce que les gens n'ont pas le droit de mettre en péril la vie de 15 millions de Sénégalais qui sont libres de ne pas être dans aucune confrérie aussi. Bien sûr. Mais il n'est plus question de confrérie. Il n'est plus question de classe socio-culturelle ou autre. Il est question de la santé publique nationale, de la santé de tout le monde. Il faut que les gens comprennent ce message-là. Aujourd'hui, quand je parle, c'est une batterie de solutions de dispositifs qu'il faut mettre en place. Il ne s'agit pas seulement de descendre sur le terrain parler aux populations, mais oui, d'aller vers les vecteurs de communication, les porteurs de voix. Ça va des khalifs généraux jusqu'au président d'association au niveau des quartiers ou les maires. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est un travail de titan, mais un travail, disons, volontariste et très populaire qu'il faut faire au niveau de la base pour se faire changer les mentalités, faire adhérer à la chose, à la cause nationale et repousser cette pandémie. Oui. Alassane, je rebondis un peu sur ce qu'il a dit. Là, il faut faire très attention. Oui. Nous avons besoin d'une solidarité nationale. Oui. Nous avons besoin de parler à la masse populaire. Mais le risque aujourd'hui, c'est d'associer tout le monde dans cette sensibilisation, dans cette communication. C'est un risque qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que quand vous interpellez, quand vous mettez les associations sportives, le mouvement Nawetan en contribution, les élèves en contribution, vous êtes en train de créer des conditions de faire réunir des personnes. Il faut laisser aux professionnels. Moi, à sa place, j'aurais proposé peut-être de mettre à contribution l'armée pour sa discipline, son organisation et sa logistique, de prendre en charge la sensibilisation aux côtés, peut-être des étudiants en médecine et de quelques enseignants, pour mener cette sensibilisation. Alors, je pense que c'est un aspect très fondamental. Aujourd'hui, dans nos quartiers, des gens s'organisent pour sensibiliser. Est-ce qu'ils ont les éléments, est-ce qu'ils ont les moyens de faire ce travail? On peut sensibiliser à travers la radio et la télévision, à travers... Et là, je remercie beaucoup les médias sénégalais pour le travail remarquable et patriotique que vous êtes en train de dérouler pour sensibiliser et pour interpeller, n'est-ce pas, les populations sur la menace. Dans les mots de sensibilisation, il a noté un truc intéressant. C'est-à-dire qu'au Sénégal aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux, tout le monde n'a pas accès à la télévision, à la radio. Il y a des gens qui n'écoutent ni la radio, qui ne regardent rien. Maintenant, les haut-parleurs, que les gens utilisent avec des voitures qui sillonnent les quartiers pour parler comme à l'ancien temps, pour dire aux gens là, faites attention avec des communicateurs peut-être qui sont très formés dans les langues nationales, en français, en wolof, en sérère, en djola, dans toutes les langues nationales. Si on est les quartiers, les marchés, parler aux gens, peut-être, ça peut être intéressant. Mais justement, en fait, en fait, il faut juste comprendre. C'est quand je parle d'associer à tout le monde la communication, c'est pas cette forme-là. D'ailleurs, j'ai pas proposé les haut-parleurs par hasard, parce que les haut-parleurs, le gars il reste en sécurité dans son véhicule. On n'a pas besoin d'être plusieurs, et on peut sillonner des quartiers. Si on a 5 ou 6 véhicules, c'est 5 personnes qui sont plus ou moins ou à la limite le double. Ce que j'explique, c'est qu'il faudrait que... C'est ça qu'il faut. Il faut que les Sénégalais... Moi, c'est le problème principal. Il faut que les Sénégalais se comprennent d'abord. Comprennent que depuis 2 ou 3, 4 jours,
il y a ce qu'on appelle, il est juste de comprendre que le passage des risques à un niveau supérieur, ça, il faut que les Sénégalais le comprennent d'abord. On ne l'a pas dit pour que... Et surtout, il y a l'aspect communautaire maintenant. Oui, justement. On ne l'a pas dit pour que les gens paniquent, mais on l'a dit pour que les gens, ceux qui sont réticents et qui sont dans le déni et qui croient que cette maladie n'existe pas ou qui continuent à vaquer à leurs préoccupations, qu'ils comprennent qu'il y a plus de risques maintenant qui rentrent avec cela. Maintenant, le Sénégalais doit lui-même comprendre. Et c'est là où il faut faire un travail, vraiment un travail. Et je pense que il y va de la conscience personnelle, mais de la conscience collective. De comprendre que quand on sort et qu'on ne prend pas les précautions, plus on multiplie les sorties, plus on prend des risques. Et quand on sort, on n'est pas sûr de ne pas rapporter la maladie chez soi. Et on expose qui? On expose ses enfants. Il y a 2 ou 3, 4 jours, je faisais une sortie dans les médias pour expliquer, pour dire aux parents, on n'a pas sorti les enfants dans les écoles pour que vous les laissez dans la rue. Et que si vous pouvez même vous passer d'envoyer les enfants chez les boutiquiers, chez les commerces, chez les boulangeries, ce serait encore mieux. Parce qu'envoyer un adulte est beaucoup plus important que d'envoyer un enfant. Parce qu'un enfant, il peut frotter ses mains un peu partout. Un adulte prend beaucoup plus de précautions. Et quand vous êtes dans l'obligation d'envoyer des enfants et que les enfants sortent, quand ils rentrent, il faut prendre toutes les précautions qui s'imposent, d'hygiène qui s'imposent pour les sécuriser. Donc je pense que c'est cette conscience-là, cette conscience personnelle d'abord, après collective, qu'on devrait avoir. Si on le fait, on facilite le travail et à l'État et aux chefs religieux. Oui. On avait dit tantôt dans le débat, pas de la géostratégie. Le Sénégal est avec des pays qui sont frontaliers, où on entend qu'il y a peut-être 1 cas, 2 cas, 3 cas par rapport à ces pays-là. Peut-être que le système sanitaire de ces pays n'est pas la performance de détection du Sénégal. Mais est-ce qu'on doit redoubler de vigilance par rapport à ces pays, même si certaines frontières ont été fermées, pour éviter justement que cette contagion, qui est sous-régionale, que les gens qui viennent contaminer davantage les gens ici? Vous savez, vous l'avez bien souligné, Alassane, cette crise a aussi l'avantage de montrer beaucoup de limites à l'échelle locale, régionale, sous-régionale et internationale. Les frontières sont indispensables, Alassane. Aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous confier que l'Union européenne, à travers cette crise, a 2 options. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à la sortie de cette crise à l'Union européenne. De se défaire, la déstructuration de l'Union européenne, Pour se reconstruire. ou prendre l'agenda social, la dimension sociale de l'Union européenne et ne plus privilégier le marché. Je ne parle pas d'économie. L'économie est différente du marché. Le marché est une composante de l'économie, comme la santé, comme l'éducation. Mais aujourd'hui, tout est soumis. Tout est soumis non pas au dictat de l'économie, mais au dictat du marché et de la bourse. Alassane, aujourd'hui, si vous organisez des élections au Sénégal, ou en Namibie, ou en Côte d'Ivoire, ou en Grèce, ou en Italie, et que quelqu'un populaire, ou dit populiste, ou quelqu'un qui n'agrée pas le marché financier international a les sens d'accéder au pouvoir, vous voyez que le marché réagit. On n'a plus le choix. On est soumis. Et ça, cette crise remet en question, n'est-ce pas, et les frontières, et nos associations ou organisations communautaires. Je suis un panafricaniste, mais un panafricaniste view global and act local. Yes. Peut-être ça va heurter beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais je pense que si nous continuons d'aller vers une intégration africaine sans des conditions minimum d'harmonisation sociétale, je veux dire. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes cultures. Vous voyez les divergences qui existent aujourd'hui au Sénégal. Juste parce qu'on a interdit pour la sécurité publique et la santé publique. Vous voyez les divergences qui existent.
à l'échelle communautaire, imaginons une Afrique unie, avec autant de divergences, au niveau sous-régional et au niveau régional. J'interpelle la jeunesse africaine. J'interpelle la jeunesse sénégalaise. J'interpelle les mouvements panafricanistes qui ne voient que la trajectoire prise par l'Europe et qui est aujourd'hui une trajectoire remise en question par une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui regarde au-delà des frontières, mais en commençant à l'intérieur de leurs propres frontières. Alassane, quand vous construisez une belle maison et vous demandez à vos voisins de construire de très belles maisons à l'image de votre maison, vous pouvez cohabiter ensemble. Alassane, quand vous partagez les mêmes critères religieux, ou vous partagez le même esprit de tolérance, le même esprit de l'état de droit, le même esprit de générosité, vous pouvez vous unir. Mais quand tout vous diverge et vous voulez forcer une intégration au nom du marché, c'est-à-dire où est l'humain dans nos choix politiques? Où est l'humain dans les mesures et dans les politiques publiques? Et où est l'humain dans notre façon d'anticiper? Il faut replacer l'être humain. Il faut un agenda social dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, c'est cet agenda social que cette guerre veut remettre au cœur de nos préoccupations et au cœur des problématiques et enjeux mondiaux. Comment gérer aujourd'hui le virus sur le plan géostratégique et surtout sur le plan de relations dans la sous-régionale? Je rappelle qu'aujourd'hui, d'ailleurs, qu'à Conakry, on est en train de voter en Guinée le double scrutin concernant le référendum et les élections législatives. Justement, en fait, je salue la pertinence donc des propos de M. Fall qui démontre un peu la défaillance de nos systèmes sanitaires au niveau de l'Afrique. Mais comme je le dis souvent, la santé est le parent pauvre de l'intégration africaine. On n'a pas de cadre de santé concerté entre les pays. Je pense que si ce n'est pas un oubli, ça démontre les points faibles de l'ensemble des projets, en tout cas, ou programmes régionaux que nous avons, de communautaires que nous avons, en tout cas au niveau de l'Afrique. Il faut comprendre aujourd'hui que le risque est énorme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 45 pays africains qui sont touchés par la pandémie. Ça représente 83%. Tout à fait. Si on y ajoute la défaillance des systèmes sanitaires, on est sûr que les chiffres qui sont avancés peuvent être des chiffres qui sont biaisés. Parce que beaucoup de pays africains sont sous la coupe des fumées de la Banque mondiale. Justement. Pour dire qu'il faut investir moins dans la santé. Justement. Alors que c'est les humains qui font circuler l'économie, qui font l'économie en fait. Oui, et il y a un autre fait. L'autre fait, c'est qu'on sait tous que malgré la fermeture des frontières, nous avons des frontières qui sont poreuses. Donc les gens peuvent continuer à se déplacer de façon discrète. Rudimentaire. Voilà, rudimentaire. Voilà. Donc le risque est énorme. Et on est aussi, quand je prends le cas du Sénégal, on est dans un pays qui fait frontière avec combien de pays? Avec 4 à 5 pays. Donc la Mauritanie, le Mali, les 2 Guinées. Donc ça fait quand même 4 pays. Et ça multiplie les risques que nous pouvons courir. Alors sur le plan géostratégique, je pense que l'heure viendra où on pourra peut-être, parce que l'urgence aujourd'hui c'est que bop sa bop là, comme on dit. Donc l'urgence c'est que chaque pays s'organise de la manière qu'il peut pour essayer d'endiguer au maximum la propagation. Il y a quand même la Chine qui a décidé de venir en aide au Sénégal. Oui, ça. En fait, disant qu'ils ont été très touchés par l'élan de solidarité des Sénégalais. Justement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, il faut, comme je dis, il faut s'asseoir sur notre dignité et reconnaître que nous sommes un pays qui n'a pas les moyens. Pas les moyens de venir même à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut espérer comme ressources à venir, etc. Donc, on a besoin de l'aide extérieure. Et cette aide chinoise, naturellement, est la bienvenue, naturellement. Maintenant, comme je dis, le temps viendra pour qu'on puisse, en tout cas l'ensemble des pays africains puissent se reposer. Les communautés qui sont mises en place, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO et même l'Union africaine, le CEMAC et autres, la CEMAC et autres, puissent se reposer
réévaluer l'intégration, donc sous-régionale ou régionale, intégrer l'humain, comme il dit, donc qui comprend également le volet santé, pour qu'on puisse avoir disons des programmes ou des projets sociétaux communs beaucoup plus efficaces. Donc je pense que dans l'urgence, pour revenir à votre question, dans l'urgence, c'est s'organiser de façon interne d'abord, faire en sorte que au niveau local, chacun à son niveau, de maintenir la pandémie, mais l'heure est grave pour que juste après, que les pays africains se reposent, que les communautés qui existent se reposent pour revoir leur politique d'intégration. Pour lutter contre le virus, il semblerait que la chloroquine serait un médicament qui pourrait aider. On n'a pas encore trouvé la solution miracle. On a vu que beaucoup de pays comme le Maroc, par exemple, qui a pris tout ce qui est chloroquine dans son pays, stocké. Il y a une grande pharmacie qui a produit, une grande usine qui a produit cette chloroquine. On a vu qu'à travers le monde aujourd'hui, certains sont en train de se ruer sur ce médicament. Et si les frontières sont fermées, comment le Sénégal pourrait-il importer peut-être cette molécule ou bien ce médicament au cas où? Je rebondis sur les corrélations géostratégiques et géopolitiques et relever la dimension diplomatique que le Sénégal est certainement en train de jouer face, n'est-ce pas, à ces, comment dirais-je, ces appuis et ces bailleurs de fonds et ces pays amis. Vous avez cité la Chine. Je crois qu'il ne faut pas rater le train de l'histoire avec le rendez-vous que nous avons avec la Chine. C'est un rendez-vous historique entre la Chine et le Sénégal, mais entre la Chine et l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, la diplomatie sénégalaise est en train de travailler au plus haut niveau pour que cet appui et cette aide se matérialisent dans les plus brefs délais. Et à travers cette diplomatie et à travers le président de la République qui définit la politique étrangère du Sénégal, d'interpeller, n'est-ce pas, son homologue chinois sur des aspects que les professionnels de la santé vont pouvoir déterminer avec les services compétents pour que l'appui logistique en termes de médicaments, en termes de ressources humaines, en termes de formation, en termes technologiques soit au rendez-vous et que le Sénégal puisse mener, n'est-ce pas, ce combat en interne et donner le message aux autres pays africains pour qu'ils saisissent cette balle au rebond. Vous avez posé le problème de savoir si le Sénégal a les moyens économiques et humains de faire face. Nous n'avons pas les moyens économiques, certes, mais nous avons l'intelligence humaine et nous avons des ressources pour pouvoir, à travers cette intelligence, formuler des mesures d'anticipation. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas les moyens financiers aujourd'hui qui peuvent endiguer cette situation. Ils sont nécessaires pour pouvoir aider les populations. Mais il faut surtout de l'intelligence, du courage politique et le sens de l'anticipation. Et la chloroquine du Maroc? Le Maroc, je ne vais pas me verser dans cette polémique. Le Maroc, c'est un État souverain. Ils ont des décideurs publics. Le roi a décidé, n'est-ce pas, compte tenu des informations et de la réalité marocaine, d'adapter ces solutions et de formuler une stratégie nationale. Maintenant, le Sénégal doit élaborer une stratégie nationale de crise, de gestion de crise et de sortie de crise. Et dans cette stratégie, faire appel à l'expertise chinoise me paraît fondamental. Mais justement, est-ce que cet appel ne va pas se heurter? N'oublions pas les choses, que le Sénégal a signé des accords économiques avec la France, qui
fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Sénégalais aujourd'hui qui parlent de France Dégage, tous ces accords sont en défaveur du Sénégal par rapport à sa souveraineté économique, souveraineté sanitaire aujourd'hui. Est-ce que cette situation peut remettre en cause ces accords économiques? Mais bien sûr, il remet. En fait, la pandémie aujourd'hui remet en cause tout. C'est-à-dire que toutes les interconnexions, que ce soit économiques, diplomatiques, entre les pays, entre les continents. Donc je pense que ça, on va indubitablement vers ça. Donc ça, c'est sûr. Pour revenir sur le Maroc, pour l'avoir très bien connu et pour y avoir séjourné et coordonné la communication des campagnes grippe saisonnières pendant pratiquement 4 ans. 3 années d'affilée, 1 année de sauté et une 5e année sur laquelle je suis revenu. Il a déjà un système d'information, le roi, qui est assez. Mais il faut comprendre comment la maladie est entrée au Maroc comparé au Sénégal. Donc aujourd'hui, on a la chaîne de maîtrise du virus est rompue au niveau du Maroc. Donc on retrouve le virus d'un quartier à un autre. Donc l'État n'a plus le contrôle ou la maîtrise de la chose. C'est pour cette raison que l'armée a été massivement déployée. Et puis c'est un peuple qui a une certaine mentalité qui est un peu différente de la nôtre aussi. Les gens, il faut leur forcer la main. C'est le monde arabe. Donc il faut leur forcer la main. Et il y a un certain nombre de comportements qui sont un peu plus ou moins différents, similaires plus ou moins au Sénégal, mais quand même différents. Donc il y a beaucoup qui sont dans le déni aussi, qui disent bon, c'est une manière, comme tout est complot. Donc c'est une manière de dissuader les gens de sortir ou de rester chez eux. Donc ce qui explique un peu plus ou moins donc peut-être l'attitude par rapport à la chose. J'ai eu la chance aussi il y a quelques années, en 2014 je pense, si ma mémoire est bonne, de coordonner la communication donc de l'unité de production antipaludéen pour l'Afrique. Donc il y a un certain nombre c'est un pays qui est assez, en termes de laboratoire, assez nanti, donc en termes de laboratoire, qui peut, à mon sens, qui a un système de santé aussi qui est un peu similaire au nôtre, qui a un système de santé ou bien même plus défaillant que le nôtre, parce qu'il faut ce que les Sénégalais ne savent pas, c'est que il faut vraiment qu'on rende grâce à nos vaillants médecins, à notre système sanitaire. Oui, mais ils sont confrontés en difficulté. Sur le terrain, tout à l'heure, on parlait de haut-parleurs dans les quartiers. Oui. Des internautes, des auditeurs nous disent que les voitures qui vont dans les quartiers pour sensibiliser les gens, ce qui le contraire, c'est que les hordes d'enfants suivent les voitures en pensant que c'est la fête. Non, mais en fait, quand vous... Donc les parents ne tiennent pas les enfants dans les maisons. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le vrai problème, c'est au niveau de la population. C'est-à-dire que quand moi, je ne laisse pas mes enfants traîner. Donc si moi, je prends mes responsabilités... Oui, mais chacun n'a pas les moyens aussi de pas laisser les enfants traîner aussi. Justement, mais je pense qu'avec le confinement, la quasi-totalité des parents est à la maison. Donc si je comprends bien. Donc être à la maison, ne pas pouvoir contenir. Parce qu'en fait, aussi, c'est une question de responsabilité. Donc, mais ça nous permet justement d'aborder la question du confinement. Si le Sénégal serait dans une situation où il doit confiner les gens, est-ce que le Sénégal a les moyens de retenir les gens chez eux? Je m'explique. La plupart des Sénégalais aujourd'hui, pour manger à midi, ils sont obligés de sortir, aller chercher la dépense quotidiennement, si je veux dire, pour pouvoir faire bouillir la marmite. Comment peut-on confiner des gens qui n'ont pas les moyens de faire bouillir la marmite? Et c'est là où intervient peut-être la solidarité nationale, la solidarité internationale, et même les mesures qu'il faut prendre du point de vue financier. Le ministre de l'économie a dégagé une batterie, n'est-ce pas, de mesures. 64 milliards. 64 milliards de nos francs pour soutenir, n'est-ce pas, l'effort de guerre. Mais est-ce qu'il faut prévoir ces Sénégalais qui n'ont pas les moyens de faire bouillir la marmite, de leur donner à manger tous les jours? J'en viens à Alassane. Au cas où. Et je commencerai par dire, pour reprendre une phrase d'un certain ami, une ville morte pour 15 jours est mieux qu'une ville pleine
de morts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déserter la rue pour la sécurité de tes enfants, de ta famille, de la nation sénégalaise n'a pas de prix. Et donc, probablement, nous allons aller vers le confinement. Nous allons aller vers le confinement pour une quinzaine de jours, peut-être. Aujourd'hui, parmi les recommandations que je me permettrai de formuler... socialement, culturellement, économiquement, on peut faire face à un confinement? On peut faire face à un confinement si nous utilisons l'intelligence que nous avons pour ne pas copier une recette, n'est-ce pas, à l'occidental, mais peut-être pour l'adapter aux réalités sociologiques. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le président américain est en train de voir comment on peut envoyer un chèque de $1000 à chaque Américain. Aujourd'hui, vous allez en Espagne, des hôpitaux sont nationalisés, des hôtels sont transformés en hôpitaux. Il y a une batterie aujourd'hui de mesures financières et économiques que les États sont en train de prendre à partir de leurs budgets nationaux. Ils ne parlent pas, l'Italie ne parle pas de l'Union européenne. La Banque centrale européenne est en train, n'est-ce pas, d'articuler, n'est-ce pas, une solution pour aider à ces pays, pour aider ces pays. Mais les pays eux-mêmes ont pris leurs responsabilités parce que ça engage une responsabilité étatique de prendre des mesures internes à travers le budget national et à travers, n'est-ce pas, des instruments de financement. Aujourd'hui, j'en viens. Pour le Sénégal, j'ai quelques recommandations à faire. Lesquelles? Je pense que le président de la République a donné un signal très fort. Mais on peut aller plus loin. On peut mieux faire. Comment? Vous avez aujourd'hui, quand vous regardez la nomenclature budgétaire du Sénégal, vous voyez quelque part des fonds spéciaux. Aujourd'hui, il y a des fonds spéciaux, vous le nommez comme vous voulez le nommer, certains vous diront des fonds politiques, etc. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et l'effort de guerre doit être soutenu. Au-delà de la solidarité individuelle et collective, l'État doit faire mieux et plus. Les fonds spéciaux alloués au président de la République doivent être transférés à la cause de la guerre, pour soutenir l'effort de guerre. Les fonds politiques alloués à l'Assemblée nationale, j'ai bien dit l'institution, au-delà, n'est-ce pas, des cotisations des membres de l'Assemblée nationale, ces fonds doivent être reversés pour défendre, pour soutenir cet effort de guerre. Le Conseil économique, social et environnemental, s'il existe des fonds, tous fonds spéciaux aujourd'hui doivent être remobilisés pour soutenir cette année cet effort de guerre. J'ajouterai, il y a des projets aujourd'hui d'envergure nationale. Aujourd'hui, les projets seront aux arrêts. C'est sûr. Il faut reverser tous ces fonds à l'effort de guerre pour qu'ensemble, on puisse mener ce combat et aider les populations à rester chez eux, mais en ayant de quoi subvenir à leurs besoins primaires. Et ces besoins primaires, c'est l'alimentation, c'est l'eau, c'est l'électricité. Je vais vous dire, je vis en Australie et je vais au Luxembourg. Aujourd'hui, le gouvernement et le gouvernement espagnol, vous savez qu'aujourd'hui, personne ne paiera la facture d'électricité, la facture de gaz, la facture d'eau, et il y a même aujourd'hui des mesures qui vont être prises plutôt pour que ceux qui ont des dettes à la banque, et il faut travailler ou il faut chaque mois payer ça, avoir des moyens financiers pour subvenir à ces besoins. Très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui ça demande des moyens logistiques pour faire ce confinement? Oui, est-ce qu'on a les moyens logistiques pour le faire? Il faut aller les trouver parce que c'est une urgence.
C'est une urgence. Donc il fallait les trouver. Aujourd'hui, dire que l'État a les moyens, sachant que il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses, parce que il faut reconnaître beaucoup de choses, hein, parce que on est dans un contexte particulier. Vous savez mieux que moi que cette année, le budget du ministère de la Santé avait été diminué de 7 milliards. Maintenant, il se retrouve dans une situation avec des imprévus. Il y a un besoin qui a été exprimé et peut-être qu'on aura plus encore besoin de cela. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération aussi, qui ne sont pas liées directement à la prise en charge, mais qui sont liées à un truc. Vous savez, si vous pouvez me permettre... Très rapidement, parce qu'en fait, voilà, moi j'ai fait une série de propositions aux autorités par rapport très rapidement, quelques-unes rapidement, voilà, quelques-unes le temps que vous avez imparti est terminé. C'est que pour les 64 milliards qu'on magnifie, vraiment, qui est une initiative extraordinaire qu'il faut renforcer, parce qu'on sait que ça ne sera pas suffisant, et qu'il faut mettre en place une cellule de réflexion qui permet de répartir de façon convenable à qui de droit, donc c'est la chose. Mais aussi, il faut aller un peu plus loin en faisant ce qu'on appelle, en partant vers des mesures fiscales, douanières et sociales. Également, j'ai proposé aux autorités, dans un document que j'ai fait parvenir à qui de droit, l'intégration des banques et des organismes de crédit dans ce qu'on appelle l'effort de crise, pour que ceux qui ont des crédits, sans que cela naturellement ne dénature le plan financier des banques. C'est très rapide, il reste que de trucs. Le recours à l'aide extérieure, donc ça j'en ai parlé pour naturellement l'aide de la Chine qui est la bienvenue. Mais il faudrait juste après la crise, parce que c'est important, l'après-crise doit être une occasion de repenser à la solidarité économique et surtout à la préférence nationale. Parce que le problème principal, puisqu'on a 90% des entreprises, du tissu économique composé de TPE et PME qui étaient déjà en difficulté à cause des problèmes d'accès au marché, de problèmes de viabilité. Si en plus de cela on rajoute la crise aujourd'hui qu'on va contre la récession, ça va être difficile. Donc il faudrait... Je suis désolé, le temps que nous avons est terminé. On a largement empiété sur 2 minutes de plus. Toutes nos excuses à nos auditeurs par rapport à cela. Je remercie Cheikh Bakessène, qui est expert en intelligence économique et communication stratégique, actuellement président de la commission préparatoire du Centre international d'analyse économique, Mamoudou Ibrahima Fall, qui est ancien représentant exécutif de l'IMPAC, conseiller en diplomatie économique et commerciale de l'African Investment Agency. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à Biran Sissé et à toute l'équipe aussi digitale. Merci, c'était l'air du temps.